Bonjour et bienvenue au webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je me présente, Marie-Ève Girard, CRHA, conseillère relève et rayonnement de la profession à l'ordre. Je suis en compagnie de ma collègue Marie-Hélène Daou, conseillère accès à la profession. Et aujourd'hui, nous regarderons ensemble la plus-value d'être CRHA et les étapes pour accéder au titre. Ce webinaire sera d'une durée d'environ 30 minutes. N'hésitez surtout pas à poser vos questions durant la présentation. On vous invite à utiliser la fenêtre réservée à cet effet en bas à gauche de votre écran. Alors, il y a une partie clavardage. Nous répondrons avec plaisir à vos questions à la toute fin de ce webinaire. Donc, voici le plan de match. Tout d'abord, petite introduction sur la mission de l'Ordre, les avantages de porter le titre et les services qui vous seront offerts. Pour ma part, je vais vous parler de l'admission à l'ordre, de la préparation à l'examen d'équivalence et des tarifs promotionnels pour devenir membre. Sans plus tarder, on va commencer. Oui, alors, qui sommes-nous? L'Ordre regroupe aujourd'hui 10 000 CRHA et CRIA. C'est une grande fierté car nous sommes un ordre à titre réservé et non pas à titre exclusif tel que les avocats, les notaires ou les médecins, qui sont les seuls autorisés à poser des actes professionnels selon la loi. Donc, il n'est pas obligatoire de porter le titre de CRHA ou de CRIA pour pratiquer la profession. Mais c'est quand même aujourd'hui un titre reconnu dans le monde des affaires et par le fait même, un atout considérable lorsque vient le temps de se trouver un emploi. Pour votre information, au Québec, nous comptons 26 professions à titre réservé telles que les hygiénistes dentaires, les conseillers d'orientation, les psychologues, et bien entendu, nous. Donc, finalement, nous sommes le deuxième plus grand regroupement de professionnels RH au Canada, derrière le HRPA en Ontario, et le cinquième regroupement RH dans le monde entier. Existant depuis 1973, l'Ordre est le seul organisme à décerner les titres de conseiller en ressources humaines agréé, CRHA, et de conseiller en relations industrielles agréé, CRIA, aux professionnels en RH ou en RI. Ces deux titres sont un sceau de compétences reconnu par les employeurs du Québec. On y reviendra un peu plus tard. Il n'y a pas de différence entre les deux titres pour votre information. C'est vraiment un choix qui est individuel que vous aurez à faire lorsque vous deviendrez membre. La mission première de l'Ordre est la protection du public, mais pour y arriver, elle se divise spécifiquement en trois segments. Premièrement, les CRHA et les CRIA sont les experts dans leur domaine et c'est grâce à leur savoir-être, à leur savoir-faire que les organisations du Québec améliorent constamment leurs performances. Deuxièmement, les membres de l'Ordre maintiennent leurs compétences à jour, suivent les tendances, restent à l'affût des développements du monde du travail, des enjeux, etc. Ce sont donc eux les mieux placés pour éclairer les décisions organisationnelles reliées au capital humain dans leur organisation. Finalement, comme tout ordre professionnel, l'ordre réglemente l'exercice de la profession pour la protection du public. Comment? Par l'établissement de règles et de normes de pratiques professionnelles, et ce, dans le but d'encadrer votre travail. Statistique intéressante, suite à notre dernier sondage CROP 2016, près de trois quarts des dirigeants d'entreprises du Québec ont indiqué faire davantage confiance à un CRHA ou un CRIA qu'à un professionnel non membre de l'ordre. Nous en sommes bien fiers. Et plus de 82 nous ont dit que travailler avec un CRHA ou un CRIA augmente les chances de réussite de leur organisation. On va voir pourquoi ensemble. Quatre points distinguent un membre de l'ordre d'un non-membre. Tout d'abord, tous les CRHA et les CRIA sont soumis à un code de déontologie qui guide les membres dans l'exercice de leur profession. On retrouve des règles reposant sur des valeurs fondamentales de la profession telles que le respect, la confiance, l'honnêteté, mais aussi les devoirs et les obligations envers les clients, le public et la profession, tels que la tenue au secret professionnel, le devoir de compétence et d'intégrité, donc de toujours accepter des mandats en prenant compte de ses limites de temps et d'expertise. Ensuite, chaque membre doit se tenir à jour. Nous parlons de 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans. Si vous devenez membre prochainement, les heures seront ajustées en fonction des mois restants dans la période de référence du programme de formation continue. Troisième point, l'assurance responsabilité professionnelle protège votre employeur. Donc, voilà, dans toute éventualité d'une faute professionnelle. Et finalement, le processus d'inspection professionnelle, soit la surveillance générale de la pratique. Un processus obligatoire en vertu du Code des professions. Le but étant d'aider le CRHA et le CRIA dans sa pratique professionnelle. Donc, tous ces éléments sont le gage de qualité et de crédibilité d'un CRHA et d'un CRIA.
Pour permettre à nos membres de se distinguer dans leur pratique, l'équipe de l'Ordre travaille à maintenir les compétences de ses membres au sommet de leur pratique professionnelle. Voici comment, à votre écran, donc vous voyez quelques avantages et ressources qui sont réservés aux membres. Tout d'abord, un portail web qui rassemble des milliers d'articles spécialisés, des entrevues, des vidéos sur les tendances, une infolettre quotidienne que l'on nomme VG Express, qui vous offre à chaque matin l'actualité du monde du travail et de l'emploi. 4 fois par année, vous recevrez un magazine spécialisé, Revue RH, le seul magazine au Québec. Un vaste programme d'activités de formation dans différents champs de compétences ou d'intérêts vous est offert. Un service d'offre d'emploi nommé, pas de surprise, Emploi RH, avec plus de 1000 affichages par année, des rabais et des privilèges particuliers grâce à nos partenaires, etc. Bien sûr, la force du réseau vous permettra de faire avancer votre carrière. L'Ordre organise de nombreuses soirées réseautage pour que vous puissiez élargir vos possibilités de développement professionnel et partager les meilleures pratiques dans votre domaine. C'est ce qui complète la première partie. Je laisse maintenant la parole à Marie-Hélène. Bonjour à tous. Alors maintenant, nous allons regarder ensemble les informations concernant le processus d'admission. Ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes d'admission passent par un processus rigoureux d'analyse des parcours scolaires et professionnels. Les titres CRHA et CRIA, comme le disait ma collègue Marie-Ève, attestent de la compétence, de la crédibilité et de l'intégrité des professionnels. Et c'est pour assurer cette qualité de la pratique que les futurs membres de l'Ordre doivent répondre à un certain nombre de critères d'admission. On peut maintenant regarder ensemble les différents profils d'admission. En fait, il existe deux types d'accès à l'Ordre, l'accès direct et l'accès par équivalence. Pour ce qui est de l'accès direct, ce sont 5 bacs spécifiques en RH ou en RI de 5 universités et ces programmes sont inscrits dans un règlement qui donne un accès au titre sans devoir faire l'examen. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus aux accès par équivalence parce que je pense que ce sont les profils qui correspondent davantage à vos parcours. Alors, si nous référons au tableau suivant, vous pouvez voir les différents profils d'admission. Avant tout, ce qui est important de mentionner, c'est que la condition minimale pour tous les accès à l'Ordre, c'est le grade de baccalauréat. Regardons maintenant les accès par équivalence. Il y a 3 grands profils d'accès par équivalence. Ils sont en bleu dans le tableau affiché. Le premier, c'est le baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en gestion des ressources humaines comprenant 42 crédits en RH. Celui-ci peut vous donner une exemption à l'examen d'équivalence. Il y aura effectivement ou systématiquement en fait une vérification des relevés de notes pour s'assurer que les 42 crédits ont été réussis. Le deuxième, c'est le baccalauréat avec une concentration en ressources humaines ou en relations industrielles d'un minimum de 30 crédits ou la maîtrise en RH-RI qui tous les deux donnent un accès à l'examen. D'ailleurs, on va regarder tout à l'heure les détails entourant l'examen d'équivalence. Et finalement, le troisième grand profil, c'est tous les bacs dans les domaines autres. À ce moment-là, il faut justifier un certain nombre d'années d'expérience en RH-RI qui peut varier entre 1 et 3 ans pour avoir accès à l'examen de l'Ordre. Toutefois, si vous êtes diplômé hors Québec, il y a une évaluation approfondie qui va être faite de la diplomation par le service de l'admission. Une fois que vous savez dans quel profil vous vous situez, il est maintenant facile de choisir le bon formulaire d'admission qui se trouve sur le portail. Vous y trouverez donc toutes les informations nécessaires pour compléter votre demande d'admission et fournir les documents nécessaires pour l'analyse de votre dossier. Si toutefois vous ne correspondez pas au profil qu'on vient de présenter, on vous invite à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone et ce sera sûrement Catherine ou Kelly qui pourra vous répondre et elles en seront heureuses de le faire. Maintenant, on peut regarder ensemble les informations générales entourant l'examen d'équivalence. Je pense que la plupart d'entre vous avez un profil qui donne accès à l'examen et donc cette information vous sera utile. Alors, voilà, l'examen d'équivalence a lieu 2 fois par année à Montréal et à Québec. Il est d'une durée de 3 heures et il contient 150 questions à choix multiples. De plus, c'est possible de faire l'examen en français ou en anglais, selon votre préférence. L'examen d'équivalence, c'est un examen qui mesure des connaissances et non les compétences. Or, on dit qu'il évalue des savoirs plutôt que des savoir-faire. Il fait donc appel à la mémorisation et à la compréhension de concepts théoriques plutôt qu'à la capacité de résolution de problèmes. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il s'agit d'un examen d'équivalence parce qu'il vise à établir que vos connaissances sont équivalentes à celles d'un diplômé du baccalauréat en RH ou RI. Maintenant, en termes de contenu, l'examen couvre l'ensemble des champs de compétences de la profession.
Il porte donc sur les 7 champs d'expertise qui sont listés sur la diapo et sur lesquels on a indiqué une pondération des questions. Par exemple, il y a entre 15 et 20 des questions qui portent sur le champ gestion stratégique versus 10 à 15 sur le champ rémunération globale. Ça vous donne donc une petite idée de la répartition des contenus. Pour bien se préparer à l'examen d'équivalence, l'Ordre vous propose une multitude d'outils d'apprentissage pour vous aider à étudier. Je vous présente donc rapidement les différents outils disponibles. Premièrement, il y a la version améliorée du guide de préparation que vous pourrez imprimer et qui contient une foule de renseignements utiles sur l'examen, autant des informations sur le format de l'examen, l'établissement de la note de passage, que sur des stratégies pour répondre aux questions et bien sûr les outils essentiels tels que les volumes de référence et les pistes d'études. Et depuis peu, l'Ordre vous propose sa nouvelle plateforme en ligne d'outils de préparation. Elle est accessible aux candidats inscrits à l'examen à l'adresse indiquée sur la diapo et vous pourrez y naviguer facilement pour y trouver tous les outils suivants. Donc, on y trouve un questionnaire d'auto-évaluation interactif, un glossaire avec une multitude de définitions, des vidéos sur l'évolution du contexte des RH au Québec, des liens qui mènent aux différents sites à consulter, comme la Commission des normes, la loi sur l'équité salariale, et bien sûr, les volumes de référence, les éléments de contenu généraux par champ de pratique. On y trouve aussi des témoignages de candidats qui ont réussi l'examen et qui vous livrent leurs trucs et astuces. Et finalement, il y a des outils complémentaires tels que des rappels d'études à chaque semaine. Or, chacun de ces outils a été conçu pour vous permettre d'aborder les connaissances à acquérir sous des angles différents et vous permettre aussi de varier les moyens pour vous préparer à l'examen. En voyant la diapo, vous pouvez noter que le prochain examen sera le samedi 22 octobre 2016 et que la date limite d'inscription est le lundi 29 août à 16 heures. L'examen suivant aura lieu en mai 2017. On pourra vous confirmer la date sous peu. On peut regarder maintenant rapidement quelques informations concernant la tarification. Il faut savoir que pour toute demande d'admission, il y a des frais d'analyse de dossier de 95 Par la suite, si vous devez faire l'examen d'équivalence, vous avez des frais d'inscription à l'examen de 395 plus taxes. D'ailleurs, dès que vous êtes inscrit à l'examen, vous avez accès aux outils de préparation dont je viens de parler. Et c'est au moment de la réussite de l'examen que vous aurez la cotisation annuelle à payer au prorata des mois restants dans l'année. Par ailleurs, pour tous ceux qui ont un accès direct au titre, à ce moment-là, vous payez la cotisation annuelle au tarif qui varie en fonction du mois d'adhésion. Il existe aussi différentes promotions, entre autres pour les nouveaux diplômés qui bénéficient de tarifs réduits. Vous pourrez consulter les grilles tarifaires qui se trouvent dans les formulaires d'admission. Et justement, au sujet des offres spéciales, on vous annonce qu'il y en a une en ce moment dont vous pouvez profiter dès maintenant parce que vous avez assisté à ce webinaire. On vous offre la gratuité pour l'analyse du dossier, donc une valeur de 95 Alors, pour vous prévaloir de cette offre, on vous invite à nous envoyer votre formulaire d'admission au plus tard le 29 août prochain en inscrivant sur le formulaire que vous avez assisté à ce webinaire. Ceci termine notre présentation. Je vous invite maintenant à poser vos questions directement sur le chat. Ça nous fera plaisir à Marie-Ève et à moi d'y répondre. Alors, oui, nous avons des questions. Madame Chiriac Florentina ou Monsieur Chiriac Florentina, mon cas. Je n'ai pas d'expérience en RH. J'aurai un diplôme en RI niveau maîtrise en avril 2017. Je ne travaille pas, donc en cette situation, le fait d'être membre est coûteux. Donc, en quoi m'aidera le titre de CRHA et de CRIA? Je pourrais répondre facilement à cette question. Je vous dirais que de plus en plus d'employeurs considèrent que le titre est un atout considérable, voire inestimable. Donc, ça vous aidera à vous trouver, je vous dirais, un emploi dans ce secteur pour commencer. Et sinon, ça revient aussi aux quatre points que j'ai mentionnés autour du statut de crédibilité, de renommée. Donc, que le code de déontologie, votre responsabilité professionnelle qui sera encadrée. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Je pense Marie-Hélène? que c'est bon, ça Oui. résume. Nous avons une autre question de la même personne. Sur une échelle de 0 à 10, laquelle est
Le pouvoir de ce titre dans les yeux de l'employeur? Oh, excellente question. Alors, Mmh. près de 3/4 des employeurs au Québec, je vous répondrai ainsi, près de 3/4 des employeurs au Québec préfèrent faire confiance à un CRHA qu'à un non-membre de l'ordre, selon notre dernier sondage CROP que nous avons réalisé à l'hiver 2016. On a une autre question de Yesenia Guerrero. Je suis candidat pour l'examen d'octobre 2016 et je voudrais savoir si nous pourrions compléter l'examen de 150 questions en 3 heures et savoir si nous perdrions des points pour chaque question sans réponse. Excellente question. Effectivement, c'est un examen de 150 questions à choix multiples. On prévoit environ 1 minute par question, puis il resterait à peu près 20 minutes pour faire la révision. Ou bien vous prenez un petit peu plus qu'1 minute par question et à ce moment-là, il n'y aura pas de temps de révision. Mais en général, les gens réussissent bien avec ce temps-là. C'est sûr qu'il faut être bien préparé. Je pense que les outils sont à ce moment-là bien utiles. Il faut être bien organisé aussi pour être capable d'y investir là, une dizaine d'heures par semaine dans les 8 semaines qui précèdent la date Examen. d'examen. Nous avons une question de Mme Nathalie Bourque. Présentement, je prends un cours de reconnaissance des acquis. Est-ce que cela est accepté pour vous? Je vais te laisser répondre, Marie-Hélène. Oui, en fait, la reconnaissance des acquis va permettre probablement une diplomation dans un baccalauréat ou une maîtrise. Donc, il s'agira tout simplement de présenter le diplôme obtenu à partir de la reconnaissance des acquis qui aura été faite. Et selon le baccalauréat, on pourra examiner quel sera votre profil. Est-ce qu'il y a un examen à faire? Est-ce qu'il y a de l'expérience à justifier? Si vous voulez aller plus en détail, on vous invite à communiquer avec nous. On pourra vous éclairer sur euh, le profil exact que vous pourriez avoir pour être admissible à l'ordre. Nous avons une question de M. Patrick Sirois. Y a-t-il une différence significative entre le titre de CRHA et de CRIA lors de notre inscription? Pouvons-nous avoir les 2 titres simultanément et pouvons-nous changer notre titre en cours de carrière? C'est une excellente question. Alors, tel que mentionné plus tôt dans notre présentation, il n'y a pas de différence entre le titre de CRHA et le titre de CRIA. C'est vraiment un choix individuel et personnel que vous aurez à faire lorsque vous deviendrez membre. Par contre, il est toujours possible en cours de carrière de changer de titre. Vous devez faire la demande, bien sûr, à l'ordre, par contre, avant de changer de titre professionnel. Si vous voulez basculer, exemple, de CRHA vers CRIA ou le contraire, de CRIA vers CRHA. Nous avons une question de Chiriac Florentina. J'aurai un diplôme en maîtrise RH en avril 2017. Si j'ai bien compris, je pourrais avoir accès à l'ordre par équivalence. Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est un des profils qui donne un accès à l'examen de l'ordre et peut-être même un rabais en tant que nouveau diplômé. Effectivement. On a une autre question. Est-ce qu'il y a un rabais pour l'examen à l'ordre pour les nouveaux étudiants à la maîtrise ou au bac en relations industrielles? Oui, donc on le disait tout à l'heure, il y a des rabais, des tarifs promotionnels pour les nouveaux diplômés. Il faut avoir diplômé dans un des baccalauréats qui donnent accès à l'examen à l'intérieur d'1 an. Donc, Si c'est le cas, si vous avez un baccalauréat en relations industrielles, alors à ce moment-là, on a une tarification de 250 si vous avez accès directement au titre. On parle de 250 pour tout nouveau diplômé. Alors, nous avons une autre question de Yesenia Guerrero. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de distribution précise sur chaque point dans l'examen? Quelle chose détermine que ce soit un 15 ou un 20 au moment de qualifier l'examen d'une personne? Un instant, nous allons. oui, en fait, vous parlez probablement de la pondération des questions. Donc, éventuellement, la pondération peut varier d'un examen à l'autre, mais comme vous voyez, il n'y a pas une énorme différence entre chacun des champs de pratique qui est couvert. Donc, en général, c'est similaire d'un champ à l'autre, mais il y a une petite démarcation pour les 3 premiers où il y a davantage de questions. Mais ça, comme je disais, ça peut varier d'un examen à l'autre. Normalement, on va arriver ultimement à une pondération qui est équitable pour chacun des champs. Nous avons une autre question de Chiriac Florentina. Est-ce qu'il y a un site avec des exercices similaires à l'examen? Donc, pour pouvoir pratiquer un peu en avance, sauf ceux qui sont dans le guide de préparation à l'examen. Oui, en fait, dans notre plateforme en ligne, on a ce qu'on appelle le questionnaire d'auto-évaluation, où là, vous retrouvez des questions à choix multiples qui sont répertoriées par champ de pratique.
La seule mise en garde que je ferais par rapport à ça, c'est de ne pas utiliser cet outil-là comme un moyen d'étude, mais bien comme une façon de valider si votre étude est suffisante. Parce que dans cet outil-là, il y a la possibilité d'avoir le score à chacune des questions. Et là, ça vous permet de voir si pour chacun des champs, vous êtes bien préparé. Donc, l'idée, c'est d'utiliser davantage les pistes d'études et les volumes de référence. Et une fois que vous avez couvert un champ, là, vous pouvez aller faire le questionnaire d'auto-évaluation pour voir si vous performez dans ce champ ou s'il reste encore de l'étude à faire. C'est la façon qui est suggérée d'utiliser cet outil-là. Excellent. Nous avons une question de Marie-Hélène Roy. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une copie de votre PowerPoint? Avec plaisir. Nous allons vous l'envoyer ensuite à la fin de ce webinaire par courriel. Donc, nous avons aussi une question de Manon Viel. Les gens qui ont un bac en RH ou en RI n'ont pas passé d'examen. Quelle est la cotisation annuelle? Excellente question. Alors, effectivement, ceux qui détiennent un baccalauréat en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles, on parle des 5 accès directs que vous pouvez trouver sur notre site Internet, n'ont pas passé l'examen d'équivalence de l'ordre. Quelle est la cotisation annuelle pour un nouveau diplômé? On parle de 250 $. Et si vous avez quelques années d'expérience à ce moment-là, je dirais 548 $ avant taxe. Et après coût après taxes et après cotisation au CQ, on parle de 672 $. Nous avons une question de Monica Roseau. Pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter comment est-ce qu'il faut faire pour avoir le rabais sur l'étude du dossier? Oui. Alors, simplement l'écrire sur votre formulaire d'admission lorsque vous allez venir le déposer, simplement écrire webinaire 11 août 2016. C'est important de le déposer avant le lundi 29 août 16 h parce que c'est la date limite pour l'inscription à l'examen. Bien important. On répond à Mme Julie Breton. Je fais partie d'un cas particulier pour l'étude de mon dossier. Certificat en RI et cumul de 20 ans d'expérience pertinente en tant que conseillère et gestionnaire à titre de généraliste. Est-ce que je peux m'adresser à une personne pour faire évaluer ma candidature? C'est intéressant. En fait, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas le grade de baccalauréat, vous avez un certificat, mais plus de 20 ans probablement d'expérience pertinente. Pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, le grade de bac, c'est la condition minimale. Cependant, à moyen terme, on est en train de revoir des outils pour être en mesure d'évaluer les compétences, même pour des gens qui n'ont pas le baccalauréat. Mais à l'heure où on se parle, c'est encore le critère du baccalauréat qui est la condition minimale. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi communiquer avec nous, puis j'ai des gens là, qui ont un peu le même profil que vous, puis qui désirent devenir membre de l'ordre et pour lesquels on garde les coordonnées, puis on va communiquer avec vous quand on sera rendu à pouvoir évaluer les compétences. Une question de Elsa Nayagom. J'aimerais savoir combien de temps devons-nous prévoir pour l'étude de l'examen? Donc, dans le cas 1, si nous avons étudié en RH, et dans le cas 2, si nous avons étudié dans un domaine connexe. Oui, en fait, peu importe le domaine, ce qui est important, c'est vraiment d'y consacrer un bon nombre d'heures. On a fait des sondages, les gens nous disent, là, ceux qui réussissent l'examen, qui investissent un bon 70 heures de préparation à l'examen. Ce qui est important, comme je le disais un peu dans la présentation, c'est que c'est un examen qui est plutôt théorique, donc très important de mémoriser, de comprendre les concepts. Donc, il faut vraiment se replonger dans la lecture des volumes. Alors, même pour les gens qui ont de l'expérience, je vous conseille quand même de retourner vers les ouvrages de référence puis de relire les concepts parce qu'on est en évaluation de connaissances ici dans cet examen-là. Alors, pour répondre à la question rapidement, 70 heures à peu près. Et quels ouvrages sont pertinents à la préparation complète de l'examen? Est-ce qu'il y a des éditions de livres qu'on devrait consulter pour l'examen? C'est peut-être pas tant en termes d'édition, mais plus, je réfère aux ouvrages qu'on suggère, qui sont dans le guide et qui sont aussi sur la plateforme. Alors, il y en a 9. Ils couvrent chacun des 7 champs, plus quelques volumes plus généraux aussi. Et à travers les pistes d'études, on vous indique les concepts généraux à revoir et à ça correspondent les ouvrages de référence. Donc, vraiment se fier aux pistes d'études qui sont et dans le guide et dans la plateforme.
on vous guide vraiment, il y a vraiment une plateforme qui vous est, partagée dès que vous êtes candidat, puis on vous amène vraiment vers l'étude de votre examen. Donc, vous êtes soutenu là, tout au long, de ces semaines-là avant l'examen. Nous avons une question de Yesenia Guerrero. Les questions de l'examen seront comme les questions dans votre site web? Point d'interrogation. Mmh. En fait, les questions dans l'outil d'auto-évaluation, évidemment, ce ne sont pas les mêmes questions qui se trouvent à l'examen. Elles sont un peu différentes aussi, en termes des fois, elles sont un petit peu plus longues, elles sont posées des fois à la négative, alors qu'à l'examen, c'est que des questions, posées dans une formule positive. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention, cet outil-là peut vous guider dans l'étude nécessaire qui est à faire, mais pas comme moyen de mémoriser la matière. Alors, l'outil principal, c'est vraiment les ouvrages de référence avec les pièces d'études. Donc, question de Catherine Wang. Alors, quelle est la cotisation annuelle moyenne? 548 avant taxe. Nous avons une question de Marie-Hélène Gélina. Est-ce que les documents dans le guide de préparation, la plateforme en ligne et les lectures suggérées sont assez pour répondre aux questions de l'examen? Si oui, cette préparation préalable pourrait prendre combien de temps à votre avis? On revient un peu à ce que nous avons répondu. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils qu'on vous propose, mais en fait, c'est pour varier les moyens. Allez consulter aussi les sites où il y a des liens pertinents, comme je disais tout à l'heure, la loi sur l'équité salariale, la commission des normes. Donc, allez lire sur les lois. Sinon, on pense que c'est environ 70 heures de préparation à l'examen qu'il faut consacrer pour la réussite. Nous avons une question de Chériac Florentina. Quel est le seuil de passage à l'examen? En fait, la note de passage, c'est un processus très rigoureux là, qui est établi en fonction de chaque nouvelle version d'examen. Donc, ce n'est pas nécessairement une information qu'on divulgue. Par contre, on peut vous dire que le taux de réussite se situe entre 60 et 70 en moyenne pour tout examen. Nous avons une question alors, de M. Loureiro Gabriela. Alors, c'est une personne qui a un baccalauréat en psychologie de son pays avec 10 années d'expérience et dans les 10 dernières années comme directeur RH dans une firme de consultation. Alors, il veut savoir s'il peut juste, s'il peut, dans le fond, transmettre son diplôme avec son CV et les références pour pouvoir faire l'examen d'équivalence. Oui, bien sûr, c'est un parcours intéressant. Donc, bac en psychologie, normalement, on va demander de justifier environ 1 an d'expérience en RH. Vous semblez l'avoir. La seule chose, c'est qu'on va valider la diplomation, à savoir que c'est une université d'État et donc c'est des choses qu'on va valider au service de la mission. Donc, c'est intéressant de déposer votre demande, tout à fait. Est-ce qu'on peut peut-être un petit point sur le français, la connaissance du français? Oui, effectivement, on est tenu par l'Office québécois de la langue française de justifier que chaque personne qui est diplômée, pas d'université francophone, doit avoir une maîtrise du français. Et la façon de le démontrer, c'est d'avoir étudié pendant 3 ans à temps plein, dont la langue d'enseignement était le français, dans un programme dont la langue d'enseignement était le français. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a l'examen de français de l'Office de la langue française qui est à faire. C'est un examen qui comporte des volets oral et écrit, donc relativement simple à réussir. C'est pour voir si vous vous débrouillez en français. Exact. Alors, une question de Marjolaine Chirmiche. Alors, je termine mon bac en gestion par cumul de certificats, RH inclus, en décembre 2016. Alors, puis-je quand même profiter de cette analyse gratuite? Oui, en fait, il faut avoir est-ce que vous allez être Je diplômé crois en qu'elle décembre oui, c'est ça, c'est 2016? prochainement. Oui. Normalement, la promotion actuelle, c'est pour les gens qui vont faire l'examen en octobre, alors que vous, si je comprends bien, vous allez être admissible en décembre 2016. Par contre, il y a des tarifs promotionnels pour les nouveaux diplômés, alors vous pourrez en bénéficier au moment où vous pourrez soumettre votre demande avec votre diplôme complété. Nous avons une dernière question de Patrick Sirois. Je détiens le bac en RI, mais j'ai terminé il y a de ça 6 ans. Est-ce que je vais devoir passer l'examen ou ce ne sera pas nécessaire? Excellente question. Pour les gens qui ont un des 5 bacs,
mais qui sont diplômés depuis plus de 3 ans, on va demander de justifier que vous avez maintenu vos compétences à jour. Donc, on va vous demander de soumettre un CV, puis une lettre décrivant les tâches que vous occupez dans les derniers postes que vous avez eus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Donc, dépendamment si vous avez maintenu vos compétences à jour, on pourra vous donner un accès à l'ordre. Et sinon, ben, on verra, il y aura peut-être une prescription, soit d'examen ou de formation à faire. Donc, on vous invite à déposer votre demande. Et finalement, Yesenia Guerrero qui nous demande combien d'heures par semaine on doit consacrer pour étudier. C'est la question. Comme on disait tout à l'heure, c'est une moyenne de 70 heures environ. Donc, si vous remarquez, la date limite pour l'inscription à l'examen est comme 8 semaines avant l'examen. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit cette date-là, c'est-à-dire que ça vous donne 8 semaines pour vous préparer. Si vous pensez pouvoir y consacrer une dizaine d'heures par semaine, vous allez y arriver là, à 70-80. Donc, je crois que ça complète la période de questions. Nous tenons à vous remercier grandement de votre présence à ce webinaire. Nous tenons également à vous rappeler que vous avez jusqu'au 29 août prochain pour ne pas débourser les frais d'ouverture de dossier et déposer votre demande d'admission. Si vous avez des questions, voici à nouveau nos coordonnées à l'écran. Vous pouvez simplement nous appeler ou nous contacter par courriel. Il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous accueillir dans la grande communauté RH-RI. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.